Merci Paul pour cette invitation. C'est vraiment un honneur d'être ici. Donc moi, je travaille comme Loïc dans le même laboratoire à l'INRA de Versailles. Et donc, je vais vous parler de la biotechnologie verte en relation avec la biomasse lignocellulosique. Donc, vous avez déjà eu une présentation en détail de Paul sur l'intérêt de la biomasse. Donc, je ne vais pas reprendre tous les arguments en faveur de cela. Donc, je vais simplement commencer par le fait qu'en fait, on va avoir plusieurs sources de biomasse. Donc, ici listées. Donc, on va avoir des résidus de l'agriculture et des résidus urbains, des résidus de forêt, et puis on va avoir un volet important de cultures qui sont dédiées pour la production de biomasse. Donc ça, c'est une prévision du Grenelle de l'environnement. Bon, c'est une prévision, vous voyez la fourchette assez large de ce qu'on prévoit pour 2020, en tenant compte de la disponibilité de terres et puis aussi le prix, par exemple, du bois, etc. Ça va déterminer combien de cultures vont contribuer à la production de biomasse. Donc 230 000, 1,2 million d'hectares, c'est entre 1 et 6-7% de la surface agricole en France. Donc, quand on parle des cultures dédiées, donc on a plusieurs choses en tête. Donc, on va avoir des graminées pérennes C4. Donc, c'est comme le miscanthus, on entend beaucoup parler. Il y a aussi les graminées annuelles qui vont probablement contribuer, comme le sorgho ici. Ça, c'est plutôt dans le sud de la France, au sud et puis le miscanthus, ça sera plutôt dans le nord. Après, on va aussi avoir des cultures, par exemple des arbres en taillis à courte rotation, donc comme le saule ici ou le peuplier. Et puis, par exemple, au Brésil, on voit maintenant aussi des cultures entre guillemets de plantation d'eucalyptus. Elles sont très avancées dans ce domaine. Donc, donc, vous avez eu l'introduction de Loïc sur l'intérêt de l'amélioration des plantes. Et dans ce contexte-là, donc l'intérêt d'avoir des cultures dédiées, c'est qu'on peut aussi utiliser cette technologie pour améliorer et mieux adapter ces cultures. Et donc, les caractères sur lesquels on peut jouer, c'est d'abord le rendement, hein, donc combien de terres il va falloir occuper pour produire autant de tonnes de biomasse. Et en relation de ça, le rendement va déterminer aussi le coût de transport et le stockage éventuel. Après, il y a l'impact des cultures sur l'environnement. Donc, ça sera un caractère très important à travailler aussi. Donc, la durabilité des cultures. Et puis, je vais parler pas mal aussi de l'adaptation de ces cultures pour les utilisations industrielles. Donc, d'abord, au niveau rendement, donc je vous donne juste un exemple. Ça, c'est le pilote dont vous avez entendu parler sûrement déjà. D'éthanol, hein, de biocarburants de deuxième génération à partir de la biomasse lignocellulosique. Et donc, pour les prévisions pour après le scale-up de cette raffinerie, on va avoir une prévision de 180 millions de litres d'éthanol par an. Si on a 10% des terres qu'on va utiliser autour, on aura besoin d'un rayon de 50 km pour produire suffisamment de biomasse pour faire tourner l'usine. Moi, je parle sous contrôle de Jean Taillap, qui va être totalement d'accord. Mais c'est juste pour illustrer. Donc, quand on réduit le rendement de la biomasse qu'on augmente le rendement de 10 à 20 tonnes par hectare, on réduit aussi le rayon de production, donc moins de terre,
et aussi les coûts de transport vont diminuer. Et donc, juste pour illustrer le transport, par exemple, pour une culture comme Miscanthus, je vais revenir là-dessus dans un instant, le coût de transport très important, c'est pour un rayon de 50 km, c'est à peu près 20% des coûts de la biomasse. Et le stockage est aussi très important. Donc, si on peut réduire le rayon, on va réduire ces paramètres. Donc, les cultures pérennes que j'ai mentionnées, donc comme le Miscanthus ou le Swetchgrass, d'abord c'est un avantage parce que ça a des rendements plus importants que d'autres cultures, comme le sorgho ici, annuel, l'alfalfa et le festuca comme exemple. Et une des raisons pour laquelle le rendement est plus important, c'est déjà que en fait, la période de photosynthèse est plus longue. Donc, quand on a ici la production ou la photosynthèse pendant l'année, ici, on voit que le maïs, au printemps, ça prend un certain temps d'établir la culture, tandis que le Miscanthus, qui est pérenne, démarre beaucoup plus rapidement. Et donc, on a une période de photosynthèse active beaucoup plus longue. Dans ce contexte, il y a aussi, et ça c'est probablement des avantages encore plus importants de pérenne, c'est qu'au niveau de l'impact sur l'environnement, donc il y a un certain nombre de critères que Loïc a déjà mentionné tout à l'heure, donc l'utilisation d'eau, aussi l'érosion de sol, l'utilisation d'engrais, et lié à ça les émissions de gaz à effet de serre, et les pesticides. Et donc, déjà, vous voyez que les pérennes ont un avantage parce qu'ils sont très efficaces pour récupérer l'eau et les nutriments du sol. Ça, c'est pas le Miscanthus, mais c'est un blé pérenne, en fait. Et vous voyez le système racinaire qui est extrêmement développé et qui est donc très efficace pour aller chercher l'eau dans des couches plus profondes de la terre. Et donc aussi au niveau de récolte de nutriments. D'ailleurs, il y a des programmes dans plusieurs laboratoires pour essayer d'introduire en fait ces caractères dans le blé pour la production de nourriture. Donc, quand on voit, par exemple, Miscanthus, on voit l'avantage, c'est qu'on peut le récolter le printemps. Et à ce moment-là, on a une baisse de rendement en biomasse parce que les feuilles tombent, etc. Donc, on va essentiellement récupérer les tiges. Et on voit aussi, pendant cette période, on voit qu'en fait, la plante va remobiliser l'azote à la fois dans le rhizome et à travers les feuilles qui tombent par terre. Et donc, c'est un système qui est très efficace pour l'utilisation de l'azote. Donc, on a très peu d'intrants. En fait. Et lié à ça, bien sûr, ça a été aussi mesuré. Donc, il y a beaucoup moins d'émissions de N2O. C'est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le CO2 et qui c'est une contribution importante de l'agriculture au réchauffement de la planète. Donc, pour résumer les graminées pérennes, hein, donc, les avantages, c'est le rendement, c'est l'utilisation d'eau, le nutriment. Il y a aussi un stockage de carbone dans le sol à travers les racines. Il y a peu d'engrais qu'il faut, faible émission de gaz à effet de serre. Pour l'instant, il y a très peu de maladies connues, mais ça peut changer, bien sûr. Donc, il faut anticiper ça en utilisant aussi la biodiversité pour éventuellement avoir la possibilité d'introduire des gènes de résistance. Mais pour l'instant, ça ne pose pas de problème. Et donc, pour l'instant, on n'a pratiquement pas d'insecticides ou de pesticides. Et ça, c'est un argument souvent aussi mentionné que ça peut être un refuge pour les animaux. Et donc, les obstacles, c'est donc le coût d'établissement de ces cultures, c'est assez élevé. On parle de 2 000 à 3 000 euros par hectare d'implantation parce qu'on a ces rhizomes qu'il faut planter. Et là, il y a des projets de recherche pour réduire ces coûts, entre autres
en produisant des variétés qui sont multipliées par graines. Et puis, la durée de la rotation, ça peut être un problème aussi pour l'agriculteur, parce qu'il faut qu'il s'engage pour des durées assez longues pour ces terres. Donc, ça peut être un obstacle à la fois. Ça dépend du point de vue si c'est un obstacle ou un avantage. Et puis, les cultures sont tout nouveaux, hein, donc on a affaire avec là pour le Miscanthus, pratiquement des plantes sauvages, et on a très peu de recul sur les systèmes agricoles et puis agronomiques et puis la logistique de cette culture. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de l'adaptation de ces biomasses pour l'utilisation industrielle. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est la biomasse? En gros, c'est des parois cellulaires des plantes. Et les parois cellulaires consistent en des polysaccharides, c'est des microfibrilles de cellulose ici, avec les hémicelluloses qui vont entourer ces microfibrilles, puis un tout petit peu de protéines. Dans la paroi de plantes matures, il n'y a pratiquement plus de protéines en fait. Et on a des lignines, donc c'est un polymère de composants phénoliques, c'est des polymères qui sont liés, des monomères qui sont liés entre elles par une réticulation oxydative. Et dans la paroi, on trouve de l'ordre de 40%, 30-40% de cellulose, de lignine de l'ordre de 15-20%, et puis des hémicelluloses. Donc quand on parle de l'utilisation de la plante, il faut considérer qu'on peut utiliser la biomasse à différentes échelles. En fait, on peut utiliser la plante entière. On peut extraire des fibres pour faire des textiles, par exemple. On peut extraire des parois ou de composants de parois comme le polymère, les pectines, les hémicelluloses. Il y a tout un tas d'applications pour ces polymères. On peut extraire les microfibrilles de cellulose ou même les cristallites. Donc, on peut hydrolyser partiellement la cellulose et isoler les cristallites qui peuvent ensuite être utilisés dans certains matériaux. Et on peut aussi dégrader la cellulose en monomères de glucose qui peuvent être ensuite utilisés soit pour la production de biocarburants ou pour la chimie verte. Donc l'enjeu en partie sera de pouvoir déconstruire toute cette paroi et de récupérer en fait le monomère, mais aussi de valoriser les intermédiaires, comme on peut dire, on peut valoriser les coproduits. Donc il y a beaucoup d'applications, Paul a dû en parler déjà, en énergie, hein, donc simplement la combustion, on peut aussi faire la méthanisation, et puis le biocarburant par la conversion biologique enzymatique ou la conversion thermochimique. Il faut savoir que dans toutes ces applications, on va éventuellement avoir d'autres contraintes sur la composition de la biomasse. Les matériaux, donc vous connaissez le textile, le papier, les matériaux de construction qui commencent à être développés, les matériaux composites, des plastiques, etc., qui utilisent de fibres de biomasse, par exemple. Et puis les composants chimiques, on utilise le glucose, par exemple, ou même les pentoses comme synthon pour la chimie. Quelques exemples dont on n'est pas toujours au courant, mais par exemple, il y a des applications de xylane, donc c'est un polymère de xylose qui fait partie des hémicelluloses, qui est déjà utilisé pour la fabrication de films. Et par exemple, ici, c'est des films qui ont une propriété très intéressante, c'est imperméable au gaz, et donc peuvent être utilisés pour isoler, par exemple, des produits qu'on va mettre dans des packs comme ça. Les lignes, il y a tout un tas d'applications déjà qui sont utilisées, ou qui sont en développement, où donc on va pouvoir valoriser vraiment la lignine au lieu de considérer comme une nuisance.
Je vais d'abord parler de lignine. Hein, donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau biotechnologie verte? Pour vous rappeler, ça c'est un schéma de Catherine Lapierre. Donc, c'est un modèle de la paroi avec les microfibrilles de cellulose et les hémicelluloses. Ici, dans une paroi de graminées, c'est essentiellement des arabinoxylanes qui vont s'associer avec la cellulose et vont éventuellement faire des ponts entre les microfibrilles. Et puis la lignine va donc imprégner cette paroi et le rendre hydrophobe et imperméable. Et par exemple, ça joue un rôle important dans rendre les xylèmes de végétaux imperméables à l'eau, par exemple. Mais ça a d'autres intérêts pour la plante. Donc ça, la structure d'une paroi, c'est ces microfibrilles qui sont résistantes à la tension, la traction, et puis la lignine va donner une résistance à la compression de la paroi. Donc pourquoi on voudrait s'intéresser à la lignine, aux lignines? Donc d'abord, c'est un obstacle pour la dépolymérisation enzymatique, hein, ce qu'on appelle la saccharification. Parce que ça va empêcher l'accès des enzymes au substrat de la cellulose. Et ça peut être des composants phénoliques qui sont libérés de lignine pendant la conversion peuvent aussi générer des inhibiteurs de la fermentation dans les étapes suivantes. L'avantage de lignine, ça pourrait être que ça a un pouvoir calorifique plus important que la cellulose, hein, pratiquement 2 fois plus. Donc, si on utilise la biomasse pour la combustion, on a intérêt d'augmenter en fait, la teneur en lignine. Il y a aussi une source potentielle que j'ai mentionnée déjà tout à l'heure, de biomatériaux, mais aussi de composants chimiques. Donc, d'abord, en ce qui concerne les aspects négatifs, en fait, on a observé que la teneur en lignine est directement inversement corrélée avec la capacité de conversion enzymatique des enzymes. Donc on voit ici ces différents génotypes ici de la plante modèle Arabidopsis où on voit cette corrélation inverse avec la quantité en lignine et l'efficacité de saccharification. Et donc ça a été montré dans d'autres espèces aussi. Donc on peut, dans le pré-traitement, dans le processus, par exemple, développé à Futurol, on sait enlever la lignine, et les papetiers le savent très bien. Le problème, c'est le coût et l'impact sur l'environnement. Donc c'est un procédé très cher qui augmente en fait considérablement le prix de la biomasse, et donc ça, c'est pas du tout compatible avec une production en masse d'énergie ou de composants chimiques. Et donc, il faut trouver des moyens pour réduire ces coûts de ce procédé. Donc, quand on regarde l'interaction entre la lignine et la cellulose, donc ça c'est le diapo que Catherine Lapierre m'a donné, ça montre bien que la structure de la lignine va déterminer la façon d'interagir avec la cellulose. Là, vous voyez un modèle d'un polymère de cellulose. Ici, ça c'est une lignine. Et on voit ça c'est une structure plus ou moins linéaire qui va donc s'absorber sur la chaîne de glucane ici. Et en fait, selon la structure des lignines, on va avoir une interaction qui va changer. Par exemple, ici, c'est une lignine qui est plus branchée, qu'on trouve chez certaines espèces ou dans certains tissus, avec des points de branchement. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différents branchements de lignine, mais l'interaction va changer. Et donc là, l'interaction va être moins résistante qu'ici. Et donc, une stratégie peut être d'augmenter le point de branchement dans la lignine pour le rendre plus facilement extractible. Et donc, un exemple ici, c'est où on a réussi à faire cela. Donc ici, on voit la voie de biosynthèse des 3 monomères de lignine qu'on trouve dans la plupart des espèces.
Et on a, donc ça c'est grâce au modèle Arabidopsis, on a pu, essentiellement le modèle Arabidopsis qu'on a pu décortiquer en fait cette voie de biosynthèse qui est relativement bien connue. Ici il y a un enzyme, c'est le cynamylalcool déhydrogénase, pour lequel on a pu construire un mutant ici dans la plante modèle qu'on utilise au laboratoire. C'est Brachypodium, c'est une graminée modèle qui a l'avantage d'être petite, et puis il y a tout un tas d'outils qui sont disponibles pour la génétique. Le génome est aussi séquencé. Ça, c'est Switchgrass à côté, donc vous voyez l'intérêt déjà pour la production à grande échelle de ces plantes. Et donc, dans ce mutant cynamylalcool déhydrogénase, on va donc accumuler des aldéhydes ici, donc c'est le coniférylaldéhyde ici et le synapaldéhyde ici, qui vont s'intégrer dans la lignine. Et on peut le voir quand on regarde une tige de Brachypodium, on voit la coloration rouge. Ça, on a observé aussi chez d'autres espèces. Et en fait, ça reflète en fait l'accumulation de ces composants aldéhydes dans la structure. Normalement, c'est des alcools qui sont intégrés. Donc, ça montre déjà que la lignine, c'est un polymère qui est très plastique, en fait. C'est très tolérant à des modifications. On peut incorporer tout un tas de molécules dans la lignine sans que ça perturbe en fait sa fonction. Et deuxièmement, donc, on va donc pouvoir changer la chimie du polymère. Et donc, ce qu'on a pu observer, ça c'est le travail de Catherine Lapierre et puis des collègues de l'IJPB, dans le mutant, on a pu observer qu'en fait, il y a moins de liaisons bêta-O4 et bêta-bêta. Donc, c'est des liaisons qui vont contribuer à un polymère linéaire, mais on observe plus de points de branchement. C'est lié à cette incorporation des aldéhydes dans le polymère, donc ça ressemble plus à ça. Et on observe aussi plus d'unités terminales avec des groupements phénoliques libres à la surface du polymère. Et donc, en relation avec ça, on voit une augmentation de la capacité de saccharification. Donc ça, c'est un test standard où on va traiter avec des cellulases, un cocktail de cellulases qui vont donc mieux hydrolyser cette biomasse. Donc ça, c'est un premier exemple où on peut, donc en jouant sur la structure de lignine, on peut donc augmenter en fait la capacité de conversion de cette biomasse. Donc, la lignification des tissus a été étudiée beaucoup dans le passé par l'équipe d'Yves Barrière de l'INRA de Lusignan, qui s'intéressait à la digestibilité du maïs, par exemple, par le bétail. Donc, et ça, en fait, c'est un caractère qui est très proche de la saccharification dans le cadre de la production de biocarburants, par exemple. Et dans le cadre de ces travaux, on a pu observer en fait qu'il y a une grande variabilité naturelle ici chez le maïs pour la lignification. Là c'est 3 génotypes du maïs. Et quand c'est rouge, ça c'est des coupes transversales de tiges. Et quand c'est rouge, il y a beaucoup de lignine. Et quand c'est bleu, il y a très peu de lignine. Et donc, on voit qu'il y a une variation des taux de lignification des tissus. Et donc, Yves Barrière a pu montrer qu'en utilisant les techniques que Lubick a introduites tout à l'heure, il a montré qu'il y a des zones dans le génome du maïs qui vont plus ou moins contribuer à cette lignification et à la fois aussi de la dégradabilité de la biomasse. Donc il y a une entrée par la voie sélection classique, éventuellement assistée par marqueur, où on peut sélectionner pour la digestibilité de la biomasse. Donc vous allez me dire, bon, ben, la lignine, ça sert à quelque chose. Donc si vous allez le réduire, par exemple, la teneur en lignine, quel est l'impact sur la performance de la plante, hein. Et ça, c'est une très bonne question, parce que vous voyez, par exemple, ici, c'est le travail de l'équipe de Lee Johanna au laboratoire. Chez Arabidopsis, ici, c'est un mutant qui a moins de lignine. Je ne veux pas rentrer dans le détail comment ça a été fait.
Mais on voit aussi un problème de croissance dans certaines conditions. Donc ça, c'est ici une plante qui ont poussé en lumière continue. Ça, c'est le mutant ici, qui a un problème de croissance par rapport au sauvage. Et on voit qu'en fait, c'est dû au fait que le xylème, donc c'est le tissu qui va transporter l'eau, est collapsé. Et en fait, les faisceaux résistent moins à la tension, la pression négative en fait du flux d'eau et qui crée ces collapses et en fait cette plante a un problème de transport d'eau. Et donc dans ce contexte-là, donc il y a des projets en cours dans notre labo, mais aussi dans d'autres labos, pour essayer de cibler la modification. Et ici, vous voyez le xylème, donc il va transporter l'eau. Ici, on a des fibres. Je vous rappelle quand c'est lignifié, c'est coloré en rouge. Donc il y a beaucoup de lignine dans ces tissus-là. Et on peut essayer de modifier, par exemple, la lignine que dans les fibres et pas dans le vaisseau pour trouver un compromis entre la réduction de lignification et la performance de la plante. Donc, pour résumer, là, donc les lignines, c'est des polymères qui sont liés par des liaisons par des cross-links par l'oxydation. C'est la composition et les propriétés physico-chimiques sont très variables entre espèces, entre différents types cellulaires, et on tolère de variations substantielles. Le degré de branchement de ligne va influencer l'extractibilité, les propriétés technologiques. Je n'ai pas mentionné ça, mais quand on augmente le nombre de OH à la surface du polymère, on a une meilleure réactivité aussi quand on va vouloir modifier la lignine pour certaines applications, par exemple. La variation naturelle et la biotechnologie ou les modifications plus ciblées peuvent donc contribuer à l'amélioration de la composition de lignine. Quand on va changer la lignine, il faut trouver un compromis entre les modifications de la paroi et puis la performance agronomique de la culture. Et puis, on peut éventuellement adresser les modifications à certains types cellulaires en utilisant des promoteurs spécifiques pour trouver ce compromis. Donc, maintenant, je vais vous donner un autre exemple où on va utiliser la connaissance sur le dépôt de la paroi secondaire pour aussi modifier la composition de la biomasse. Ici, vous voyez des exemples de parois végétales, et c'est juste pour illustrer en fait que c'est extrêmement variable la composition dans différentes espèces et dans différents types cellulaires. Par exemple, vous voyez ici la composition du bois de peuplier par rapport à des parois dans des cellules en croissance du peuplier. Donc, vous voyez là une composante importante, c'est bon, il y a des polymères. Bon, il y a on trouve ici beaucoup moins de pectine, par exemple, dans la paroi secondaire par rapport aux parois primaires. Ben, j'ai inversé les deux, en fait. Ça, c'est la paroi primaire, les cellules en croissance. Ça, c'est le bois. Et vous voyez que, par exemple, ici, il y a 50% de pectine dans ces cellules et ça réduit énormément dans le bois. Et on voit, par exemple, l'accumulation de xylane et de lignine qu'on trouve beaucoup moins dans les parois primaires. Donc la composition a complètement changé au cours de la maturation des cellules. Ici, on a des cellules, c'est le trichome d'Arabidopsis, qui ont une paroi secondaire de 50% de pectine. Et donc, on ne sait pas trop à quoi c'est dû ou à quoi ça sert, mais ça illustre en fait que la composition peut être très différente. Ici, c'est des exemples d'un Strontium qui accumule 60% de xyloglucane dans les parois des graines, et il y a des galactomananes. En fait, c'est des polymères qui sont utilisés comme polymères de réserve, en fait, c'est relativement facilement dégradé et qui vont donc être mobilisés au cours de la germination de la graine. Aussi chez le blé, dans
dans l'albumène. Et puis, par exemple, le fibre de coton, c'est 95% de cellulose. Donc, on peut faire des parois, des compositions très, très, très différentes selon les conditions. Et donc, la question, c'est que si on comprend comment la composition de la paroi régulée, on pourrait l'utiliser pour faire des parois sur mesure en fonction des besoins industriels. D'autres exemples, c'est là j'ai mentionné les fibres de coton. Donc quand on fait une section d'une fibre, vous voyez que la cellule est complètement remplie avec de la cellulose ici. Hein, donc, et à la fin, cette cellule meurt. Mais il y a donc une paroi extrêmement importante. On voit aussi, par exemple, dans la boîte de tension. Donc ça, c'est du peuplier qui a été incliné. Donc des côtés cette boîte qui est sous tension, donc on va avoir une augmentation de synthèse de parois secondaires. Ici, c'est majoritairement cellulose, donc c'est ce qu'on appelle la couche G, qui va donc contribuer au redressement de troncs d'arbres. Et donc, par rapport à les mêmes cellules de l'autre côté de l'organe, on va donc une paroi très peu développée. Donc, vous voyez, donc, c'est extrêmement régulé et on peut donc il y a des mécanismes qui vont donc contrôler ce dépôt. Donc, donc c'est quelque chose qui commence tout juste à ces études. Donc, là, vous voyez un premier exemple où on a réussi à comprendre, ou pas comprendre, mais manipuler en fait ce phénomène avec un facteur de transcription, ici, le Burki12. On s'est rendu compte que quand on fait une mutation dans un gène qui contrôle ce facteur de transcription, on va avoir une accumulation de parois secondaires dans le parenchyme ici ça c'était chez, je crois que c'était chez Medica ou Truncatula. Et donc, et en même temps, on voyait une augmentation de la densité en fait de cette tige, et ça a été donc aussi observé après chez Arabidopsis et le switchgrass. Et donc c'est un exemple où on peut donc diriger et forcer l'accumulation de carbone dans la paroi, dans des cellules qui normalement n'ont pas l'habitude de le faire. On voit aussi une contribution importante de la variabilité naturelle. Ici, c'est le maïs. On va avoir des variétés qui sont plus ou moins creuses. Donc, on voit ici une tige qui est complètement remplie, etc. Donc, il y a des caractères sur lesquels on peut aussi jouer en utilisant l'amélioration classique. Un autre exemple qui marque un peu les esprits, c'est que c'est un travail de Sarah Hake très, très récemment, où ils ont identifié un gène qui contrôle le développement. Ça a été trouvé chez le maïs, hein, et pour lesquels on a pu observer qu'une surexpression d'un micro-ARN qui va donc inactiver le transcrit de ce gène, on va avoir une prolongation du développement comment dire, précoce de la plante, et on va avoir une accumulation d'amidon dans les tiges. Et donc ça, c'est ici un exemple pour le switchgrass. Et au même temps, donc ça c'est intéressant parce que on pourrait dans des tests de saccharification, et là on va utiliser pas la cellulase mais des amylases dans le mélange. On voit donc une augmentation très importante de production de glucose après traitement enzymatique sans qu'on ait besoin d'un pré-traitement. Enfin, il faut dire que dans ces plantes-là qui donc surexpriment cette micro-ARN, on voit un certain nombre d'autres changements qui sont liés au développement. En fait, on a un retardement du développement qui pourrait poser des problèmes. Mais c'est une idée intéressante qu'on pourrait éventuellement accumuler de l'amidon dans des tissus végétatifs, par exemple, pour certaines applications.
Un dernier exemple que je vais vous montrer, c'est les enzymes hydrolytiques. Donc, il y a pas mal d'intérêt pour cet aspect-là. Donc, vous avez déjà probablement vu pendant les présentations précédentes que les enzymes sont un facteur de coût très important dans la production de biocarburants, par exemple. Pour l'instant, il y a le coût d'enzymes, et Jean Taillat pourra me corriger aussi, c'est environ 25% de coût de bioéthanol. Donc, l'idée, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la plante pour la production d'enzymes. Il y a donc plusieurs entreprises aux États-Unis qui ont poursuivi cette idée. Donc, le problème, c'est que quand on va produire des enzymes qui vont hydrolyser la paroi, donc c'est des enzymes d'origine fongique, comme les cellulases, et quelques autres enzymes qui sont impliquées dans la conversion de la biomasse, comment on va empêcher la dégradation de la paroi dans la plante. Et donc, il y a plusieurs stratégies qui sont étudiées. C'est d'abord une compartimentalisation. On va essayer de produire les enzymes dans les graines du blé, par exemple, ou dans le chloroplastes, donc une accumulation dans le plaste par transgénèse. Une autre stratégie qui est utilisée, c'est d'utiliser des enzymes qui sont thermophiliques et qui vont être activées pendant le pré-traitement de la biomasse. Et il y a une autre entreprise qui utilise des zentyines, donc c'est des enzymes qui contiennent, dans lesquelles on va introduire une séquence d'acides aminés qui a les propriétés d'avoir une splicing, donc qui va être enlevé de façon spontanée après un traitement à la chaleur. Et donc ça, c'est une technologie assez intéressante. Donc ce qu'on fait, donc on produit les enzymes inactifs dans la paroi, et donc pendant le pré-traitement, on essaie d'activer ces enzymes pour faciliter la dégradation. Donc ça, c'est une stratégie qui est intéressante parce que ça permet donc de réduire le coût de façon significative de la conversion de la biomasse. Mais ça implique bien sûr de faire des plantes transgéniques, etc. Donc pour conclure là, donc, il y a des types cellulaires très spécialisés avec des parois épais, plus ou moins épais, avec des compositions très variables dans différents tissus, différentes espèces. Les facteurs de transcription sont en partie responsables pour le contrôle de la composition de ces parois. Et il y a beaucoup d'études maintenant pour essayer d'utiliser ces facteurs de transcription pour diriger la composition des parois dans certains tissus, etc. Donc, si on comprend la régulation de ce dépôt, donc on peut les adapter. Et puis, la conversion biologique de la biomasse, des coûts peuvent être réduits si on pourrait produire les enzymes dans la plante. Donc, pour résumer de conclusion générale, donc on va avoir des cultures dédiées pour la production de biomasse. Donc, les graminées pérennes, ces quatre, ce sont des bons candidats. On va s'intéresser à l'augmentation du rendement, l'impact sur l'environnement et puis l'adaptation aux besoins industriels. Les génomiques et puis la biotechnologie vont contribuer à cela. Et puis, donc, on va changer la qualité de la biomasse en faisant la modification de parois secondaires, la composition ou la quantité de parois dans certains tissus. Donc, je vais juste profiter de l'occasion pour vous présenter un projet qui est en très bonne voie d'être accepté, si je comprends bien, c'est qu'on a soumis juste pour vous illustrer un peu les activités qu'on va avoir en France là-dessus. Donc, ça a été soumis pour l'appel d'offres investissement d'avenir. Et ce projet va se concentrer sur deux espèces, donc Miscanthus et le sorgho.
Et on va utiliser toute la boîte à outils que Ludwig a introduit ce matin pour créer adapter les variétés aux conditions agronomiques qu'on vise. On va travailler aussi sur la logistique en fait, de tous les aspects que je mentionnais déjà, de la récolte, le traitement de la biomasse, le transport, etc. Tous ces aspects vont être traités dans le projet. Et on va travailler sur le développement de produits qui vont relativement au moyen terme être développés en se basant sur la biomasse. Donc les cibles seront la combustion, la méthanisation, la production de matériaux de construction, de matériaux composites, et puis à plus long terme, et ça c'est plutôt en collaboration avec le pilote, le biofuel et les produits chimiques. Et dans ce contexte-là, donc on va aussi s'intéresser au développement de chaînes de production, de chaînes de valeur, donc locales. Donc ça sera dans un premier temps développé en Île-de-France et puis Languedoc-Roussillon. Et donc, bien sûr, il y aura aussi une analyse des cycles de vie qui va donc guider en fait ces développements. Et donc, je vais juste mentionner les personnes qui m'ont aidé à développer cette présentation. Donc, c'est les collègues de l'INRA, Richard Sibou, Lee Jouanin, Catherine Lapierre, Mathieu Rimond, Grégory Mouille, Valérie Méchin, Madeleine Devier qui a fait sa thèse sur le mutant de lignine, comme Serge Berthet et Michael Harrington, Yves Barrière de l'INRA de Lusignan, les collègues de l'INRA Montsestré qui travaillent sur le miscanthus, Alain Bullion qui m'a donné quelques diapos, et puis les collègues de York et de Berkeley qui ont donné des conseils, et puis aussi j'ai mentionné quelques résultats de Léo Gomez. Et puis le Plant Cell et l'ANR pour le financement. Et merci pour votre attention.